Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci d'avoir choisi RTI1 pour vous informer. Voici les titres de ce 20h. La communauté musulmane célèbre demain mardi l'Aïd el-Kébir ou la fête de la Tabaski. L'heure est aux préparatifs pour cette grande fête musulmane. Nous ferons un tour dans les salons de coiffure et de couture pour voir l'ambiance avant la Tabaski. La lutte contre la criminalité transnationale organisée s'accentue. L'unité chargée de la lutte vient de mettre la main sur des faux billets de banque. 250 millions de francs CFA ont été saisis. Les présumés auteurs, au nombre de 4, s'apprêtaient à arnaquer un opérateur économique. Transparence, recours efficace aux soumissionnaires, lutte contre la corruption et la fraude. Voilà autant de réformes entreprises par le système des marchés publics. Des réformes qui portent ses fruits. Elles ont boosté la part des PME au niveau des marchés publics de 7,6% en 2016 à 42% en 2017. Enfin, on va lire, la Cour constitutionnelle a confirmé la victoire du président sortant Ibrahim Boubacar Keïta à l'issue du second tour de la présidentielle. Il a rassemblé 67,7% des voix contre 32,84% pour son rival Soumaïla Cissé. Ibeka sera investi en septembre prochain. Soyez les bienvenus sur RTI1. Les mains levées d'une seule voix, plus de 2 millions de pèlerins musulmans, dont des Ivoiriens, ont invoqué ce lundi 20 août la clémence de Dieu sur le mont Arafat en Arabie Saoudite. Cette journée de prière marque le temps fort de ce pèlerinage à la Mecque. C'est sur ce mont que le prophète Mahomet a prononcé, selon la tradition islamique, son serment d'adieu aux musulmans qu'il avait accompagnés pour le pèlerinage à la fin de sa vie. La station du mont d'Arafat confère à tout pèlerin l'accomplissement du Hajj. Autre moment important pour les fidèles musulmans, la fête de la Tabaski. L'Aïd el-Kébir sera célébré demain mardi. La communauté musulmane en Côte d'Ivoire se prépare pour cette fête. Les packs à bétail sont pris d'assaut en cette veille donc de la Tabaski. Les fidèles musulmans, vous allez le voir, s'attellent à s'approvisionner pour la fête de l'Aïd el-Kébir. À Méagui, les marchés de bétail connaissent une grande affluence, comme nous l'expliquent David Soyo et Serge Koléa. Au sud-ouest de la Côte d'Ivoire, la ville de Méagui baigne dans l'atmosphère des préparatifs de la fête de Tabaski. Sur le marché à bétail, les vendeurs attendent impatiemment les clients qui se font rares. Depuis ça a commencé, on a assis pour se regarder. Et puis mouton aussi, vraiment, c'est moins cher. C'est pas comme l'année passée. C'est moins cher et puis ça ne sort pas. À l'air comme ça, l'année passée, en tout cas, ça va, ça sort un peu. Mais cette année, vraiment, ça ne pousse pas. Il faut voir de toute façon que le coin est maudit, il faut voir partout. Dans l'enclos d'Ousmane, pourtant, les prix sont selon lui accessibles à toutes les bourses. Il y en a 140, il y en a 100 000, il y en a 80 000, il y en a même 70 000. Même 60, il y en a. On peut avoir même 50. Même son des cloches chez son voisin. Cette année, le marché est là. Les gens viennent demander le prix, mais bon, on dit que c'est cher. Il y a des moutons à 100 000, bon, il y a des moutons à 90 000. Bon, ça dépend des moutons. Les quelques rares clients qui s'aventurent sont accueillis avec joie. Lacinant, un habitué est venu s'approvisionner. Vraiment, cette année, les prix sont un peu abordables. En fait, on trouve que souvent c'est cher, mais quand tu t'expliques aussi, vraiment, ils t'arrangent. Ils nous ont vraiment arrangés. Donc, nous aussi, vraiment, on est très contents de cela. Comme Lacinant, Enza vient de faire une bonne affaire. 2 moutons à 100 000 francs CFA. Moi, je viens de payer moutons. J'ai payé 2 moutons. Mais moutons, là, vraiment, c'est bon. Le prix est bon. Parce que l'année passée, là, vraiment, mouton était trop cher. Devant les difficultés pour s'offrir un animal, une astuce est trouvée par certaines familles de la localité. Elles s'associent pour acheter un bœuf en vue d'honorer le sacrifice à Allah. Je suis venu acheter des bœufs pour qu'on se partage ensemble au quartier. Chaque année, c'est la fête du mouton, mais nous venons acheter des bœufs pour aller, comme la famille est un peu grande, pour aller manger un peu de viande. Le mouton, ça c'est pour le sacrifice. Au-delà du sacrifice du mouton à l'occasion de l'Aïd el-Kébir, les fidèles musulmans de Méagui se préparent à vivre la fête sous le plus beau jour. Salons de coiffure et de couture ne désemplissent pas. Voilà, justement, les salons de coiffure et de couture ne désemplissent pas à quelques heures de cette fête de la Tabaski. On règle les derniers détails pour célébrer la fête en beauté. Nous allons maintenant voir l'ambiance de ce salon avec notre reporter Mamadou Kouassi. Plus que quelques heures pour la célébration de l'Aïd el-Kébir ou encore la Tabaski.
Chez les couturiers, le moment est à la finition des commandes. C'est le cas d'Abdoulaye Koné, installé dans la commune de Koumassi. Malentendant, Abdoulaye discute ici des derniers détails avec des clientes. Son assistant et lui s'activent à honorer les rendez-vous dans les délais. Quand il commence le matin, souvent le soir, vers les 21h, il va finir au moins du complet. Mais quand il voit que je suis fatigué, il m'a reposé un peu à la maison, puis il revient encore. Dans un autre quartier de la commune de Koumassi, nous rencontrons Aboubakar Dao. Lui aussi est en train de faire des dernières découpes de modèles. C'est un ensemble avec des broderies hommes qu'on est en train de faire. On est beaucoup sollicité. On est en train de lutter pour qu'on puisse vraiment satisfaire nos clients, pour que la fête soit belle pour tous. Dans tous les ateliers parcourus, les couturiers et apprentis sont à pied d'œuvre pour ne manquer aucun rendez-vous. Et les consignes donc sont claires. Ma spécialité sont les bazins, les grands Dakar, les robes et la broderie. Il y a une semaine de cela, on a arrêté. Parce que je ne peux pas finir le travail quand je prends. Les salons de coiffure qui ne connaissent pas d'affluence pour certaines coiffeuses. 2 jours de la fête, et là comme on a assis en train de causer, manger là, en train de faire comédie. Oh, les autres années, là, il y a un embouteillage ici. Là, depuis matin, on n'a même pas venu mettre 10 000. Cette année, c'est vraiment difficile. Je ne sais pas si c'est à cause de la rentrée ou bien, mais je ne sais pas, Si certaines ont choisi les salons de coiffure pour se rendre belles, d'autres préfèrent les espaces dans les rues des quartiers, ouverts pour la circonstance. Je suis venue nettoyer mes ongles pour la fête, pour me rendre belle. C'est ici je me sens à l'aise, quand il fait, j'aime bien. Je me suis installée ici pour le moment, quoi. Là, c'est mieux à Yopé, et parti. D'autres qui disent Tabassa, Makori, elles viennent de partout, quoi. Pour la fête, les femmes ont décidé de se rendre belles et chacune y va avec son budget. Pour mes doigts, c'est 1000 francs, c'est pas cher. Comme c'est la fête de Tabaski, je compte me tresser avec mon mèche de 30 000. Pour la main d'œuvre, c'est 5 000. En dehors de la coiffure, il fait faux cils, manicure, pédicure. Pour faire tout ça, là, au moins 100 000. À côté des salons de coiffure, un attroupement de femmes. Ici, elles se font tatouer à l'aide du henné. Depuis à 3 h du matin, on vient faire Djabi. C'est une seule fois l'année. Depuis quelques jours, pas de repos pour ces filles spécialisées dans le tatouage. Quand on va mettre Djabi là, ça fait 3 heures du temps. Tu enlèves Djabi, maintenant tu prends un centre. Tu mets ça dans cette, tu mets Apollo dessus, là tu mets l'eau, tu mélanges. Tu mets un pied de la femme, d'ici 30 minutes, ça devient noir. Temps de fête là, bon, on commence à 5 h, mais d'ici 1 heure, on a déjà fini. Dans quelques heures, elles seront libres et heureuses d'avoir contribué à rendre belles ces femmes pour cette fête de Tabaski. Justement, cette fête de la Tabaski, instant de partage également. Le gouvernement est solidaire des familles démunies et des structures caritatives. Le ministère en charge de la solidarité a remis plus de 2000 kits alimentaires aux familles défavorisées. Elles pourront ainsi célébrer l'Aïd el-Kébi. On retrouve Mamadou Kwasi. 5 kg de riz de bonne qualité, 3 kg de viande et un bidon d'huile. C'est le contenu des kits alimentaires remis aux différentes associations caritatives de la communauté musulmane de Côte d'Ivoire. Ces différentes associations qui servent de relais vont à leur tour leur remettre aux personnes en situation difficile en cette période de Tabaski. J'ai 600 veuves musulmanes, j'ai 200 veuves non musulmanes, chrétiennes, catholiques mélangées. Ça fait 800 veuves que j'ai. Je suis contente parce qu'au moins on pourra soulager nos sœurs. Ce don du ministère de la Solidarité va permettre à ces élèves et étudiants qui sont, particulièrement les étudiants qui sont dans les campus universitaires, de passer d'agréables fêtes et de pouvoir subvenir à leurs besoins alimentaires sur une longue période. Nous avons notre manifestation qui est Tabaski pour la pédiatrie, où nous devons aller rendre visite aux enfants hospitalisés dans nos pédiatries. Je crois que c'est une bouffée d'oxygène pour nous. Les 2100 familles défavorisées ne sont pas les seuls bénéficiaires de cet acte de solidarité du gouvernement. 35 imams ont reçu des moutons pour le sacrifice le jour de la Tabaski. Quand on dit Tabaski, on veut parler des moutons. Et donc c'est la commémoration de la sunna du prophète Abraham alayhi salam. Et donc nous sommes dans les Béjins. Et ces moutons-là, vraiment, ça nous va droit au cœur. Ces dons sont du gouvernement à travers le ministère de la Solidarité, la cohésion sociale et de la lutte contre la pauvreté. Une action qui s'inscrit dans le cadre de l'opération Plaisir Tabaski. Initiative pour apporter la joie au sein de ces familles défavorisées du district d'Abidjan. Il n'est pas normal que certaines personnes, pour leur situation socio-économique, restent en marge de cette fête-là. L'opération Plaisir Tabaski est à sa 2e édition.
après une première qui a vu la distribution de plus de 1000 kits alimentaires. Voilà, notez pour terminer sur ce chapitre que demain mardi 21 août, jour de la célébration de la fête de la Tabaski, est déclaré par le ministère de l'Emploi et de la Protection sociale, jour férié et chômé sur l'ensemble du territoire. Pour les signataires de la convention collective, c'est un jour férié, chômé et payé. Transparence, recours efficace aux soumissionnaires, lutte contre la corruption et la fraude. Voilà autant de réformes entreprises par le système des marchés publics. Des réformes qui portent ses fruits. Elles ont boosté la part des PME au niveau des marchés publics de 16,6% en 2016 à 42% en 2017. Explication détaillée avec Jean-Luc Bambo. Elle est désormais lointaine, la période où les marchés de fourniture ou de prestation de services à l'État étaient systématiquement attribués aux multinationales ou aux grandes entreprises. Les petites et moyennes entreprises ont désormais leur mot à dire, raflant régulièrement des marchés publics dans tous les secteurs. Le secteur qui présente plus de concentration d'activités au niveau des PME est notamment le secteur des fournitures. Ce secteur à lui seul représente 36,4% des activités des PME. Vient ensuite le secteur des travaux. À lui seul a enregistré 496 marchés sur les 1390 remportés par les PME, soit un pourcentage de 35,7%. Viennent à la fin les travaux liés aux prestations. Et ce secteur représente 27,9% des activités des petites et moyennes entreprises ivoiriennes. Ces résultats sont l'aboutissement d'un long processus initié depuis plusieurs années. Pour encourager et faciliter la participation des petites et moyennes entreprises à la commande publique, le décret 2015-525 du 15 juillet 2015 et ses textes d'application ont introduit de nouvelles mesures. C'est le relèvement des seuils de passation, de validation et d'approbation des marchés. Le seuil est passé à 100 millions de francs CFA pour tous les assujettis au code des marchés publics, hormis les collectivités qui restent pour le moment à 30 millions de francs CFA. Les seuils de validation et d'approbation ont été également relevés. On a 300 millions contre 100 millions auparavant. Et il y a également comme l'une des mesures phares la réduction du taux de cautionnement provisoire. Enfin, nous avons l'octroi d'une marge de préférence de 5% accordée aux entreprises qui sous-traitent au moins 30% de leur marché aux PME locales. De nouvelles dispositions que saluent les patrons des PME, principaux bénéficiaires de cette réforme du système des marchés publics ivoiriens. Les conditions de participation aux différents marchés ont été quelque peu améliorées depuis un certain temps. Donc, on n'a pas vraiment de difficultés. L'environnement des marchés publics en Côte d'Ivoire est bon parce que quiconque peut soumissionner à un appel d'offres national ou international. Des avancées certes notables, mais les patrons de PME ont quelques observations. Certaines règles posent problème. Naturellement, la clause de la moins-disante. Cette clause amène des soumissionnaires à proposer des offres anormalement bas. Et l'enveloppe budgétaire qui doit servir d'exécuter le marché est infirme. Et à ce niveau-là, le marché ne peut pas être exécuté correctement. Donc je proposerais que l'autorité contractante elle-même évalue le coût de réalisation du sujet de l'appel d'offres. Les difficultés principales se situent au niveau des règlements des factures qui ne se font pas à temps. Certaines PME éprouvent encore des difficultés à remporter des marchés publics. L'accès au marché passe par la concurrence. Si vous avez des dossiers bien élaborés, techniquement et financièrement, vous pouvez faire partie de ceux qui peuvent remporter les marchés. La deuxième insuffisance que nous remarquons, c'est l'incapacité financière de beaucoup de PME. Parce qu'il ne s'agit pas de créer une société, il faut avoir la capacité financière pour pouvoir faire face aux appels d'offres. Et enfin, il y a la faiblesse de l'organisation de l'entreprise. Les PME sont donc invités à former leurs agents, à développer des stratégies prospectives et planifier leur participation aux appels d'offres. La réforme des marchés publics met désormais le cap sur la dématérialisation des procédures de passation. Un processus qui va permettre de simplifier et réduire de façon significative les délais et les coûts des opérations.
Une autre lutte qui porte ses fruits, c'est la lutte contre la criminalité transnationale organisée qui se renforce. L'unité chargée de la lutte vient de mettre la main sur des faux billets de banque. Elle a saisi une caisse métallique contenant la somme de 250 millions de francs CFA en faux billets de banque. Les présumés auteurs, au nombre de 4, s'apprêtaient à arnaquer un opérateur économique pour l'achat de produits chimiques. Témoignage signé Abou Sanogo. Cette caisse métallique pèse lourd, environ 60 kg. Elle contient la somme de 250 millions de francs CFA, mais en faux billets de banque associés à des coupures de papier rame teint en carbone ou papier noir et ayant les mêmes dimensions que les vrais billets de banque. Elle a été saisie par l'unité de lutte contre la criminalité transnationale organisée dans la commune de Marcory. 4 individus interpellés. Ils ont tenté d'arnaquer un opérateur économique en lui demandant de financer à hauteur de 20 millions de francs CFA l'achat de produits chimiques qui devaient servir à laver et transformer les billets de 250 millions de francs CFA en vrais billets de banque. Vraiment, je regrette beaucoup et puis je demande la clémence. Je demande pardon. Je le demande d'une façon sincère. Leur cible, les PME, les comptables, les gestionnaires de structures agricoles, les personnes qui ont la garde des fonds, les entreprises et les gérants. Surtout aux opérateurs économiques, surtout à ceux qui gèrent des fonds, de se méfier de l'enrichissement rapide parce qu'ils sont les cibles privilégiées de ces malfaiteurs. Donc vraiment, nous leur lançons un appel à l'effet de coopérer avec tous ceux qui sont chargés de l'application de la loi. L'UCT, l'unité de lutte contre la criminalité transnationale organisée, est chargée de la lutte contre le trafic illicite de drogue, le crime organisé, la traite des personnes, le trafic de diamants, la protection des espèces animales et végétales et la criminalité financière. La lutte contre l'abus et le trafic illicite de drogue s'accentue également dans notre pays. C'est la journée internationale aujourd'hui. Le ministère de l'Intérieur et de la Sécurité réaffirme son engagement à traquer les auteurs de trafic de drogue. Lors d'une cérémonie organisée ce lundi à Cocody, le ministre Sidiki Diakité a lancé l'appel à une jeunesse saine, sans drogue, pour aller à l'émergence. Abou Sanogo. La consommation de drogue classique s'aggrave de plus en plus sur les jeunes par le détournement des produits pharmaceutiques à des usages toxicomaniaques. La jeunesse au cœur des préoccupations des acteurs de la lutte contre l'abus et le trafic illicite de la drogue. Le mal sévit de plus en plus chez les adolescents. Les autorités policières n'hésitent pas sur les moyens pour traquer le mal à la racine. La destruction de nombreux fumoirs de drogue, l'interpellation de 900 personnes, l'arrestation et le déferment de grands dealers grâce à l'opération Épervier 3. Au niveau gouvernemental, l'État entend jouer pleinement sa partition. Le gouvernement, pour ses engagements, a aussi décidé de faire en sorte que d'ici la fin de l'année 2018, un plan national intégré dénommé PNI de lutte contre la drogue soit élaboré et puisse déjà être mis en œuvre. En ce qui concerne l'appui aux structures de lutte contre la drogue, l'État a décidé également, après avoir pris toute la mesure du fléau, de développer un certain nombre d'appuis pour que la lutte contre la drogue puisse être menée à bon terme en Côte d'Ivoire. L'arsenal juridique de la lutte contre le trafic illicite de la drogue est pratiquement bouclé. Bientôt, une loi sera soumise au Parlement pour la révision du texte en vigueur qui date de 1988. On ouvre à présent le chapitre politique de ce 20h avec leader IRES a signé le protocole d'accord pour l'entrée de la formation politique leader Liberté et démocratie pour la République au RHDP, parti unifié. L'ancien Karamoko, le président de leader, l'a annoncé lors d'une conférence de presse tenue à Azagué. Il suivent ainsi les recommandations du bureau politique pour entreprendre des démarches dans ce sens. Michel Diré nous explique en détail. Leader, Liberté et démocratie pour la République, présidé depuis le 17 mars 2018 par l'ancien Karamoko, a tenu une conférence de presse. L'objectif affiché, le repositionnement des leaders sur la scène politique.
Le leader dirigé par Lansana Karamoko veut entrer au RHDP Parti unifié, présenté aujourd'hui à son avis comme la seule alternative crédible. Le leader désormais est en route pour intégrer le RHDP. Nous avons mené les discussions avec la haute direction du RHDP. Nous attendons maintenant le jour où nous devons venir apposer nos signatures sur le protocole d'accord. 7 ans après sa création, les dissensions internes ont fini par avoir raison du leader. La crise au sein du parti a duré des mois, mais elle a atteint son apogée le 17 mars dernier avec l'élection de Lansana Karamoko à la tête d'un groupe de militants au cours d'un congrès extraordinaire. Depuis cette date, c'est le bicéphalisme au leader fondé par Mamadou Koulibaly, à qui Lansana Karamoko et bien d'autres militants du parti reprochent un manque d'ouverture et une gestion exclusive. Voilà un reportage commenté pour vous par Gabriel Zani. Le président du MFA et celui du mouvement sur les traces d'Houphouët-Boigny étaient à la rencontre des populations du Kontougo ce week-end. Seka Ouattara et Kobena Kwasi Ayoumani sont allés expliquer aux populations les enjeux de l'ordonnance prise dernièrement par le chef de l'État pour l'amnistie de 800 personnes pour les 2 émissaires du RHDP. Cet acte est de nature à consolider la cohésion sociale dans le pays. Michel Digri. Le MFA et le mouvement sur les traces d'Houphouët-Boigny ont tourné dans le Kontougo pour expliquer les enjeux de l'amnistie prise par le chef de l'État. Cette action de haute portée contribuera de manière significative à la réconciliation nationale. Merci, Monsieur le Président, pour toutes vos actions inlassables en faveur de la cohésion sociale et du développement économique de la Côte d'Ivoire. Figurez-vous, si le président Alassane n'était pas animé par l'esprit oufouettiste, est-ce qu'il pouvait prendre cette grande décision d'amnistier les prisonniers de la crise post-électorale? Plus qu'une amnistie, un acte qui trouve son sens dans l'oufouettisme, c'est ce combat pour la réconciliation nationale que veut mener l'initiateur du mouvement sur les traces d'Houphouët-Boigny. Kobena Kwasi Ayoumani partage sa vision avec les populations. Sur les traces d'Houphouët-Boigny, ne prône que la paix. Sur les traces d'Houphouët-Boigny, essaie d'aider le président Alassane Ouattara à élargir les sillons du développement. Le MFA et le mouvement sur les traces d'Houphouët-Boigny se sont engagés à consolider les acquis du RHDP dans la région du Kontougo. On parle toujours du RHDP qui a désormais un siège dans la commune du Plateau, ici à Abidjan. Il devrait faciliter le travail des militants et permettre au parti unifié de s'implanter dans cette commune. Ce siège a été inauguré en présence de plusieurs personnalités du RHDP. Eric Goré pour le témoignage. Voici le siège du parti unifié RHDP du Plateau. C'est le premier du genre, après l'Assemblée générale constitutive tenue le 16 juillet dernier. Ce siège qui va servir de base, de lieu de réunion et de rassemblement aux militants est équipé pour permettre au personnel de travailler efficacement. Au niveau du matériel, au niveau de la logistique, presque tout est réuni, tout est bien disposé pour la réactivité de nous jeunes. Cet appartement de 4 pièces a été offert par un cadre du Plateau, membre du RHDP. Une grande fierté pour les militants. Je pense que ce sont là déjà les premiers fruits de l'unification, n'est-ce pas, du RHDP, le parti unifié. Vous voyez qu'ensemble, nous sommes capables de grandes choses. Un nouveau départ pour le RHDP qui vient de s'installer et un généreux militant offre un outil de travail à tous les partis qui composent le RHDP. Le donateur justifie son geste. On avait été interpellé par la vice-présidente en charge des communes du Plateau et d'Atekoubé pour nous dire que le Plateau étant la commune des affaires, étant une commune d'excellence, il était temps que nous arrêtions de tenir les réunions de nos formations politiques dans les domiciles. Le parti unifié est donc en marche. Bientôt, d'autres sièges du RHDP seront installés à travers le pays.
Les mauvais souvenirs du temps colonial ont détourné le peuple baoulé, le peuple du centre de la Côte d'Ivoire, de la culture du coton. Pourtant, ce produit agricole industriel profite beaucoup à ce peuple sur les plans économiques, culturels et touristiques avec l'activité du tissage du pain baoulé. Les populations de Bomi-Zambo et de Kondé-Yaokro en sont les exemples. Les deux localités sont réputées dans cette activité, comme nous l'explique Charles Tatou dans ce reportage. Le peuple baoulé affiche depuis belle lurette un désintéressement à la culture du coton. Aucun champ relatif à ce produit saisonnier dans les régions du centre de la Côte d'Ivoire. Et pourtant, ce produit industriel est générateur d'activités de revenus comme le tissage de pagne traditionnel, métier dans lequel les habitants des villages de Bomi-Zambo et de Kondo-Yaokro ont une réputation. Vous savez que les écoles de bois et les fibres de raffia et les parents prenaient ça pour se couvrir. Les colons sont arrivés, ils ont envoyé le coton. Eux travaillaient pour les blancs, mais les blancs les maltraitaient, ils les frappaient. Non, les parents ont démissionné de ce travail. On n'a pas de champ de coton, mais comme c'est devenu maintenant industriel. Cette activité se transmet du père en fils et c'est cet héritage que nos parents nous ont légué. Et aujourd'hui, vous voyez, tout le monde se fait plus l'activité du pain baoulé. Pas de repos pour les tisserands, tant la demande est forte. À l'occasion des fêtes et des grands événements dans le pays, c'est la ruée de certains acteurs du textile notamment, les revendeurs, les stylistes et les modélistes vers ces deux localités. Nous sommes là dans le cadre de la promotion des pains traditionnels et autres. Ici, nous sommes logés à l'hôtel, pas à quelques 200 mètres d'ici, dans ce village. En tout cas, pour le moment, tout marche bien. Actuellement, j'ai une cliente qui est venue commander une tenue quand je fais un défilé. Et je vais prendre un pagne ici. Pour lui faire une grande tenue, elle doit aller au Mali pour un gala. L'activité de tissage de pagne traditionnel baoulé nourrit son homme. Elle a même généré d'autres activités de revenus autour d'elle et contribue pleinement au développement des villages de la tribu Bomi. Parmi ces nouvelles bâtisses que vous voyez, il y a des tisserands qui sont propriétaires de maisons. Il y a même des tisserands qui sont propriétaires de véhicules. Nous, à travers le Quinda, nous sommes en train d'organiser la jeunesse, nous sommes en train d'organiser ceux qui tissent le pagne pour que ce métier puisse participer encore plus au développement de notre village. Pour l'unité et la consolidation de la cohésion sociale, les cadres de Bomi-Zambo et de Kondo-Yaokro œuvrent activement pour la fusion des coopérateurs de la filière pagne des deux localités. Ils fondent leur espoir sur le Tiedan Festival, fête culturelle qui fait la promotion du pagne traditionnel baoulé. En sport, athlétisme, au terme de la 12e et dernière étape qualificative de la Diamond League 2018, disputée samedi à Birmingham en Grande-Bretagne, les sprinteuses ivoiriennes Muriel Aoré et Marie-Josée Talouet se sont qualifiées pour la grande finale de cette compétition internationale qui se tiendra en Suisse et en Belgique. Aude Alegbé pour le commentaire. Seule Ivoirienne en lice pour cette dernière journée qualificative de Birmingham et logée au couloir numéro 2, Marie-Josée Talou a fait pâle figure à la finale du 200 mètres en terminant sa course à la 7e place avec son plus faible chrono de la saison, 22,88. Classée 4e au tableau général du 200 mètres avec ses 25 points, glanés sur les 5 meetings disputés pour cette épreuve, Talou est qualifiée pour la grande finale du 200 mètres prévue du 30 au 31 août prochain à Bruxelles. Sont également qualifiés pour cette finale les athlètes Sherika Jackson de la Jamaïque, Jenna Brandini des États-Unis, Shona Miller-Ouibo des Bahamas ainsi que la Britannique Dina H. Smith, l'Américaine Gabrielle Thomas et la Néerlandaise Daphne Schippers. Première au classement général du 100 mètres avec 37 points, l'Ivoirienne Muriel Aouré sera au départ de la grande finale de cette épreuve qui se déroulera du 29 au 30 août en Suisse. Pour cette finale, Muriel Aouré affrontera sa compatriote Marie-Josée Talou, la Jamaïcaine Hélène Thompson, la Nigériane Blessing Okabare, Dina H. Smith de la Grande-Bretagne et Daphne Schippers des Pays-Bas. Voilà pour le reste de l'actualité à l'étranger, je vous propose un bref tour en RD Congo, au Nigeria et au Mali, où la Cour constitutionnelle a confirmé ce lundi la victoire du président sortant Ibrahim Boubacar Keïta. La Cour constitutionnelle malienne a confirmé ce lundi la victoire d'Ibrahim Boubacar Keïta, une confirmation qui fait suite aux résultats officiels du second tour de la présidentielle malienne, avec 67,16% des voix pour le président sortant contre 32,84% pour son adversaire, Soumaïla Cissé.
Ibrahim Boubacar Keïta entamera son second mandat de 5 ans le 4 septembre prochain, date de son investiture. Au moins 19 personnes ont été tuées hier dimanche dans une attaque de militants islamistes. Cette attaque a été perpétrée contre un village situé dans le nord-est du pays. Les islamistes avaient été repérés 3 jours avant cette attaque. Les habitants ont interpellé les forces de défense. Cependant, aucune mesure n'a été prise. En République démocratique du Congo, le ministre d'État en charge de la justice entend invalider tous les candidats détenteurs d'une double nationalité. Il entrevoit également de possibles dénonciations et des poursuites contre toute personne qui, au mépris de la loi, aura déposé sa candidature tout en ayant une double identité. Une initiative saluée par certains, mais pour d'autres, cette démarche vise à nuire Moïse Katumbi. En effet, ce dernier a eu 2 nationalités congolaises et italiennes pendant 17 ans. Voilà, et c'est ici que l'on s'arrête pour ce 20h. Merci à vous tous de votre aimable attention. Je vous retrouve avec le même plaisir demain à 20h.